La télévision est sa vieille maîtresse. Ce mercredi matin, une nouvelle fois, Pierre Bellemare a rendez-vous avec elle. Bonjour. 60 ans qu'il prend le chemin des studios d'enregistrement, un record de longévité. Et toujours les mêmes réflexes. Une halte au distributeur de confiserie avant d'entrer dans sa loge. Ouh, la belle cravate. Des temps héroïques du petit écran, il garde le côté artisanal. Monsieur Bellemare n'est pas du genre à se laisser bichonner. Enfin, je me mets de la poudre et point final. Donc, il n'y a pas de maquillage, en fait. J'ai fait ma première présentation en novembre 1954. Voilà. Et nous sommes bientôt en 2014. Vous faites le calcul vous-même, je ne veux pas le faire. Ça va terriblement vieillir. Ce conteur né a rendez-vous aujourd'hui pour enregistrer un nouveau numéro d'Enquêtes impossibles sur une petite chaîne de la TNT. Le Bellemare est de retour. Vous étiez chez le coiffeur. L'histoire du jour, l'éventreur du Yorkshire. Oui. Une histoire à la Bellemare. L'un des cas les plus étonnants concerne l'éventreur du Yorkshire, une affaire survenue en 1975. Dans cette paisible campagne anglaise, un prédateur s'attaque à des prostituées point. Une petite espace de plus. Il passe son texte au crible et ne rate aucun détail. Un peu Becky, c'est Rebecca. Oui, ça va être le diminutif, je pense. Oui, c'est le diminutif. Bon, alors, remettez Rebecca, je vous jure. On ne sait pas qui c'est. Non, mais moi-même, je ne sais pas qui c'est. Alors, Becky, quoi. Il appelle sans doute comme ça. Oui, Mais, oui, tant mieux pour eux. Mais vraiment, il vaut mieux mettre Rebecca. D'accord. Les Enquêtes impossibles 2013-2014, émission 21. Il a survécu à toutes les époques. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce Les nouvelles modes, l'alternance de majorité politique, le coup près de l'audimat, et à 84 ans, il ne se voit toujours pas raccroché. J'aurais du mal à imaginer ma vie sans faire une seule émission, qu'elle soit de radio ou de télévision. Je ne souhaite pas l'imaginer parce que ce sera un jour très triste. Parce que si j'arrête la télévision, je pense que ce sera dû à la maladie, ça sera dû à quelque chose d'extérieur, en quelque sorte, à mon métier, ou bien une impossibilité de m'exprimer. Je dis n'importe quoi, en somme, mais tout est possible. Donc, mais je ne le vois que d'une manière très dramatique, parce que pour moi, c'est tragique d'arrêter la télévision. Une exception touchante dans l'univers impitoyable du PAF. Comme Régine refuse, le curé l'abat froidement de 3 balles dans la tête, les ventres à l'aide d'un canif, et taillade le visage du nourrisson afin de le rendre méconnaissable. En 60 ans, Pierre Bellemare a résisté au cocktail de célébrité, d'argent et de pouvoir. Et pourtant, tellement d'animateurs de télévision y ont laissé des plumes. Pierre Bellemare, Léon Zitrone, Guy Lux, Daniel Gilbert, Thierry Ardisson, Jean-Luc Delarue. Les grands animateurs de télévision exercent une des professions les plus enviées du monde. Merci. Mais au-delà de leurs apparitions dans le petit écran, les dessous de leur carrière s'avèrent plus complexes. Ils font l'expérience de la célébrité. Vous êtes puissant, vous avez un pouvoir de faire, de défaire, vous gagnez beaucoup d'argent. Subitement, vous avez l'impression que vous êtes le roi du monde. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Leur ascension et leur longévité dépendent aussi de leur relation au pouvoir. Ils doivent savoir ménager les puissants. Certains d'entre eux ont payé très cher leur relation aux hommes politiques. J'avais l'impression qu'on voulait vraiment m'abattre. On m'avait dit qu'on me donnerait autre chose. On ne me l'a pas donné. Je l'ai appris par le journal que l'émission s'arrêtait. Bon, ça c'est normal, hein, c'est du courant à la télévision. Certains ont régné sur le PAF pendant un demi-siècle. Tu habites où? À Crépy-en-Valois. Mais les grands animateurs ont peur de vieillir. La télé est parfois cruelle avec ceux qui l'ont servi si longtemps. Quand on vient le voir pour lui dire t'es vieux, t'as les cheveux blancs, t'as les dents jaunes, et puis de toute façon, il n'y a que les vieux qui regardent ton émission, tu souffres. Je pense que les premiers temps, ils se voyaient revenir, oui.
D'autres ont négocié des contrats mirifiques qui ont fait scandale et ont été contestés devant les tribunaux. Au fil du temps, les animateurs sont devenus des hommes d'argent. On inventait notre télévision. Il n'y avait pas encore des gens, ne pensant qu'à l'argent, qui allaient s'emparer de la télévision. Le talent ne suffit pas, même pour les plus doués. La compétition est féroce pour se maintenir au sommet. Jean-Luc Delarue était quelqu'un qui avait éminemment notion du rapport de force et qui, sous ses dehors de gendre idéal et de jeune homme bien élevé, qu'il était totalement, extrêmement bien élevé, était quelqu'un pour qui, en gros, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais il y avait des dominants et des dominés, et qui préféraient être du côté des dominants. À travers tous ces portraits, nous allons vous raconter l'histoire d'une profession qui n'existait pas il y a 60 ans, animateur de télévision. Les carrières des plus célèbres atteignent des sommets et des milliers d'hommes et de femmes rêvent toujours de leur ressembler. Des anciens du journal télévisé de 1949. Les voici. Venez, mes chers amis, venez. Allez, Pierre. Ah! Pierre Tchernia, Pierre Sabag et les autres. Voici la photo de famille des premiers hommes de télévision. Ils inventent un métier. Avant eux, la télé n'existait pas. Alors, je vais vous faire un aveu maintenant, voyez-vous. Ce qu'il y a d'agréable dans un théâtre, c'est qu'on vous applaudit. En 20 ans, ça nous est jamais arrivé. Jamais. À l'image de Pierre Bellemare, ils sont arrivés là par hasard. Et ils ont une liberté totale. C'est l'époque où on invente tout. La télévision s'invente avec les gens qui la font. Et donc on invente la télévision qu'on fait. Voilà. Mais donc on n'a aucune expérience de la télévision. Et on est incapable de se voir, parce qu'évidemment, tout est en direct et il n'y a pas d'enregistrement à l'époque. Donc impossibilité de se voir. Vous ne pouvez avoir qu'une solution, c'est de demander à vos copains, à votre famille, de dire ce qu'ils en pensent. Parce que sinon, vous n'avez aucun écho. On pourrait raconter notre vie. Il crée les premiers métiers de la télévision. Toutes les plaisanteries du journal, parce que le journal était très plaisantin à l'époque. Claude, et qu'est-ce qu'on disait quand un sujet en 35 mm était très médiocre? 35 en dessous de zéro. C'est du 35 au-dessous de zéro. Bon, enfin, tout ça sont nos petites plaisanteries, ça doit paraître un peu futile, mais voyez-vous, on était heureux. Les premiers animateurs sont d'abord des journalistes qui présentent les journaux télévisés. Mais à l'image de Pierre Tchernia, ils sont surtout des touche-à-tout, prêts à imaginer en permanence de nouvelles émissions. Alors je voudrais vous dire maintenant comment Pierre Tchernia est entré au journal, car ça vaut la peine. Par effraction. Oh oui, par effraction, ô combien. C'est parce que c'est un type bien et qu'on le trouve toujours quand il le faut et où il le faut. Comment sont-ils devenus célèbres? Le destin de l'un d'entre eux va incarner cette ascension vers la notoriété. C'est un personnage hors du commun, né à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1914. Pendant la Révolution russe, il fuit les bolcheviks avec ses parents et s'installe à Paris. Sa vie a commencé bien avant l'invention de la télévision. C'est un homme brillant. Il est d'abord avocat pénaliste, mais n'aime pas le monde des voyous. Il veut raccrocher. Un ami lui propose de postuler dans les années 50 à la télévision. Il est accepté. Voici la première fois que Léon Zitrone apparaît sur le petit écran. Nous sommes en 1956. Il interviewe un entraîneur et une propriétaire de chevaux de course. J'en profite pour vous présenter Madame Del Duca, la charmante propriétaire, et Massard qui a monté tant de bons gagnants aux courses. Bon chic, bon genre, cet homme en blazer, à la carrure impressionnante, en impose. Mais c'était sur 2400 mètres. Son fils, Philippe Zitrone, 60 ans, vit aujourd'hui à Marseille. Il est chef d'entreprise. Il se souvient très bien que son père n'a pas attendu la télévision pour incarner une certaine élégance bourgeoise. Quand il commence la télévision en 1958, c'est un homme de 44 ans. C'est donc un homme qui a un long passé derrière lui, 44 années complexes,
pas facile, c'est un homme fait, c'est un homme mûr, il ne commence pas la télévision à 25 ou à 30 ans. Ce qui va faire la supériorité de Léon Zitrone, c'est justement qu'il a vécu 1000 vies et s'en invente encore d'autres. Il aurait aimé être préfet, il aurait aimé être comédien et faire le conservatoire d'art dramatique. Mais je voulais aussi faire une carrière de coureur cycliste, parce que j'ai toujours été un fanatique du cyclisme. Dans l'assistance, il y avait aussi Léon Zitrone, qui a pu recueillir ces quelques mots de M. Brejnev, que vous allez pouvoir entendre. Atout supplémentaire, Léon Zitrone est polyglotte. Il va très vite croiser la route des puissants avec une aisance déconcertante. Je demande à M. Brejnev quels sont les sentiments qui l'animent quand il sort au cours de cet arrêt à Paris. Если бы мне предстояло совершить еще более длительное путешествие, чем то, которое я сделал сегодня, все равно бы я прибыл сюда с тем же приятным, хорошим чувством, имея в виду, что я завтра имею возможность встретиться с президентом господином Помпиду. Même si je devais faire un voyage beaucoup plus long que celui que je viens d'accomplir en venant des États-Unis, je sentirais un très vif plaisir à la pensée de voir demain M. Pompidou et de travailler. Évidemment, le fait de parler le russe lui a permis de couvrir de grands événements, de se rendre parfois même indispensable dans certaines cérémonies. Ça a été un plus incontestable pour le déroulement de sa carrière. Mainsfield, thank you very much for coming to the mic. Je vous remercie de venir à notre micro. Vous avez là, entre autres beautés, un très joli chien. Est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Merci. Avec son humour mordant, il interviewera des centaines de célébrités, comme ici, Jane Mansfield. Il paraît que ce petit chien voudrait mordre mon nez. Vous croyez qu'il le fera? Je peux me pencher? Je peux me pencher pour voir le chien? Attention, c'est moi qui lui fais peur. Yes, she's very terrible. Elle est terriblement terrible. Yes, Et vous êtes terrible? Are you terrible, you, Miss Mainsfield? No, I'm very happy to be here. Je suis très content Oui. to be ici. D'être ici, oui. Son ascension est rapide au sein de l'ORTF, la première société de télévision. Consécration, en 1958, on lui confie le journal télévisé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, la politique n'est pas au premier plan de nos préoccupations. Nous verrons tout à l'heure les informations de l'étranger, les nouvelles françaises aussi. Mais nous allons ouvrir notre journal, comme on dit en jargon de métier. Le matin, donc... Léon Zitrone aime se faire mousser, au point de commenter lui-même ses propres coulisses. Les coups de téléphone de nos correspondants résonnent sans arrêt du monde entier. Dites donc, on ne pourrait pas faire taire ce téléphone là-bas tout le temps? Taisez-vous vous-même, Léon, vous empêchez Zitrone de commenter. Pendant 23 ans, avec quelques interruptions, le roi Léon va occuper le trône du journal télévisé. Il s'appelle Sandringham, il va s'ancrer à jamais dans le cœur des téléspectateurs, d'autant qu'il va très vite sortir de son rôle de journaliste. Dès les années 60, les Français le retrouvent aussi après les infos pour un programme de divertissement culte, Interville. Selon François Jost, historien de la télévision, le style Zitrone un peu pompeux est né de ce mélange improbable entre journal télévisé et talent de comédien. Oui, il est formel, oui, il a un costume cravate, etc. Mais il a une capacité d'improvisation qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait une aisance qui était très éloignée de lire un prompteur. Bravo, monsieur. Messieurs, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Non, ne commencez pas, monsieur, je vous en prie, vous avez raison de vouloir gagner pour Saint-Amand, mais laissez-moi vous donner le départ. On peut y aller, messieurs. Alors, vous commencerez à mon top. Ne tirez pas. Soyez gentils, monsieur. Messieurs. Vous voyez, il faut meubler, hein. Il faut meubler sérieusement, parce que le plan est très très long. C'est un vrai talent. S'il vous plaît d'avoir la grande gentillesse de ne pas crier. On voit bien à quel point il fait du cinéma. C'est lui, le comédien. Il fait le spectacle. Pourquoi? Parce que Interville, c'est du grand spectacle. Caron, vous êtes là ce soir? Très vite, Léon Zitrone comprend que, pour durer, il faut aussi gérer sa relation au pouvoir politique. Voici pourquoi, très rapidement, il invite au JT le ministre de l'Information de l'époque, Alain Peyrefitte. Alors, je vais vous poser une question encore plus indiscrète, peut-être. Pourquoi notre directeur général, M. Bordaz, a-t-il nommé à la tête de cette nouvelle équipe Raymond Marcillac? À cause des qualités
Il pose avec complaisance des questions à 1000 lieues de l'intérêt des téléspectateurs. Des émissions sportives. Concernant la mort du président de la République française. Et surtout, dans les grandes occasions, comme à la disparition brutale du président Pompidou en 1974, on lui a reproché d'en faire trop dans la dévotion. À la fin brutale du président de la République. Quand on s'adressait au président Pompidou, on avait un peu l'impression qu'à ce moment-là, au moment où on lui parlait, on était la personne qui comptait pour lui. Il laisse une veuve, Madame Georges Pompidou, à laquelle nous adressons nos condoléances les plus émues, les plus sincères, les plus respectueuses. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Georges Pompidou est mort. Je n'ose pas vous dire que je vous souhaite une très bonne nuit. En tous les cas, à demain. Léon Zitrone est-il vraiment mortifié ou joue-t-il un rôle de circonstance? C'est un moment où on sent évidemment qu'il est particulièrement ému et que cet homme politique-là a signifié quelque chose de très important pour lui. Léon Zitrone est une icône de la France gaulliste et giscardienne. À l'époque, la télévision est dans les mains du pouvoir, mais il essaie de ne pas être trop marqué politiquement. Agnès Chauveau est directrice de l'école de journalisme de Sciences Po. Selon elle, Léon Zitrone a dû accepter d'être la voix du pouvoir, sinon il n'aurait pas duré aussi longtemps. C'est pas simplement un animateur, Léon Zitrone. C'est un animateur, mais c'est aussi un commentateur de grands événements, des événements qui marquent l'histoire de France. Et puis, c'est également un présentateur du journal télévisé. Et quand vous êtes présentateur du journal télévisé, de fait, vous jouez un rôle politique important. Mon père a travaillé sous De Gaulle, il a travaillé sous Pompidou, il a travaillé sous Valéry Giscard d'Estaing et il a travaillé encore une dizaine d'années sous Mitterrand. Donc, il n'avait parti lié avec aucun de ces hommes politiques ou aucun ministre de l'Information ou aucun directeur général de l'ORTF. Mais il ne cherchait pas non plus à trop les agacer. Il faut, avec le pouvoir, non pas obligatoirement plaire, mais en tous les cas, ne jamais déplaire. François Mitterrand est élu président de la République. Lorsque la gauche arrive au pouvoir en 1981, Léon Zitrone a 67 ans, l'âge de la retraite. Jodassin aimait à dire, après une existence mouvementée... On prédit sa mise à mort cathodique, mais pendant son dernier JT, grâce à une pirouette, le roi Léon annonce lui-même son maintien à la télévision. Enfin, un mot personnel, très bref, avec cette édition du journal télévisé, se termine le contrat de 2 années qui me liait à Antenne 2 pour présenter justement les journaux du week-end. Mais contrairement à ce qu'ont dit et écrit certains organes de presse, je ne quitte pas Antenne 2. Je reste y travailler pendant encore à peu près 1 an, par exemple au sport, où dès jeudi, je vais rejoindre Jean Marquet en Autriche pour les championnats de patinage artistique, et aussi aux en direct en Eurovision. On voit un qui ne veut pas arrêter la télévision, qui veut continuer à faire de l'écran, et il fait sa propre promotion à l'antenne, c'est du jamais vu. Il fait speakerine, il parle de Léon Zitrone comme si c'était un autre personnage. C'est un exercice de schizophrénie extraordinaire. Antenne 2 continue, et c'est l'essentiel. Mesdames et messieurs, bonsoir, à demain, et merci. S'il a survécu à l'alternance politique, c'est qu'il jouit d'une immense popularité. Inédit pour l'époque, Léon Zitrone a su mettre en scène sa vie privée. Ma femme s'appelle Jacqueline Marguerite Marie, alors je l'appelle Laura. Chérie! Lula! Oui, Minette. C'est à Jablines, en Seine-et-Marne, jamais trop loin des studios, que Léon Zitrone se repose en famille, avec sa femme et ses 3 enfants. Oui, mon chat, mais il y avait un volet qui frappait. Écoute, Coco, fais couper de ton téléphone, on ne s'entend pas. Alors, ce que je voudrais, François, attends une seconde, fais-le patienter. Même ses défauts deviennent légendaires. On le dit autoritaire, macho et colérique. Merci, Cocotte, au revoir. Non, Cocotte, c'est pas toi, c'est elle, merci. La rumeur prétend qu'il était extrêmement coléreux. Je crois que la rumeur est exacte. Il s'emportait, il était soupolé. Simone Garnier a été co-animatrice d'Interville aux côtés de Léon Zitrone. Elle nuance un peu. Il enflait sa colère. En fait,
Je ne sais pas s'il l'était tellement, mais ça faisait partie du personnage. Il cultivait son personnage constamment. Sacha Guitry jouait Sacha Guitry, Léon jouait Léon. Tu fais un café, papa? Oui, mon chat. Je te mets ton lait écrémé? Tu me mets mon lait écrémé, oui. Régime? Régime. Roi Léon, mais aussi Big Léon. Zitrone ne cache pas qu'il a un rapport d'ogre à la nourriture. Alors ça, je ne pas de manger, mais ça c'est l'image même de ma vie. Il y a d'abord une lutte permanente contre le temps. Aujourd'hui, je dispose de 20 minutes pour déjeuner. Tous les ans, du 15 octobre à peu près au 20-25 novembre, je suis un régime à haute dose de protéines et à très peu de légumes. J'arrive à perdre comme ça en 6 semaines quelque chose comme 7 à 8 kilos. Il raconte qu'il fait son régime de telle à telle époque de l'année, ce qui est totalement faux. Le régime est permanent, il a duré 30 ans, il n'a jamais réussi. Les kilos montent et descendent. Dans cette quête de célébrité, il va jusqu'à se laisser filmer à l'hôpital. Quand Léon Zitrone fait un malaise cardiaque, en 1985, les caméras accourent à son chevet. Je veux aussi bien que possible. Vous savez, à vrai dire, je ne vais pas très mal et je trouve que l'on donne à cette espèce de petit malaise passager une importance trop grande. Mais enfin, je voudrais remercier les téléspectateurs qui ont pris de mes nouvelles. On attend que ma tension tombe et j'espère pouvoir enregistrer jeudi ou vendredi la nouvelle émission que TF1 m'a confiée pour dimanche prochain. Il est filmé en pyjama dans son lit. Derrière, dans cet hôpital, il y a un papier peint aussi qui paraît tout à fait improbable. Et on se demande vraiment à quelle époque on est. Ça paraît fort daté. Et qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte ne vous inquiétez pas, j'ai eu un petit problème de santé, je vais mieux. Et demain, demain, je reviens tout de suite travailler et je serai à nouveau avec vous. Et ça... En fait, d'une certaine façon, ça participe quand même de la mise en scène totale de la vie privée. Et cette mise en scène de la vie privée, c'est un des éléments de la starisation de ces animateurs. Eh bien, en tête, nous avons toujours Bronx qui mène... Dans les années 80, Léon Zitrone s'accroche à la télévision en acceptant tous les petits boulots. Il revient à ses débuts avec le commentaire hippique et donne même l'horoscope, presque une insulte pour un grand présentateur de journal télévisé. Tout le troisième décan du Sagittaire subit le climat austère de l'anniversaire du jour. Les mondanités et les fêtes vous agacent. Il a travaillé dans des endroits beaucoup moins prestigieux, avec beaucoup moins de lumière, certainement moins de public. Il a fait partie des gens qui ont lentement quitté la scène. Alors Léon, merci d'avoir travaillé pour nous aujourd'hui. Je croyais que c'est... gratuitement, je crois. Voilà. Léon Zitrone sera là jusqu'au bout, en 1994. Car vous avez 80 ans aujourd'hui. Comment 80? Hier, j'en avais 79. Le meilleur, je vais vous demander de essayer. souffler les 8 bougies. Voilà, merci d'être passé. Puis peut-être que vous pourriez, je vous laisse dire au revoir aux téléspectateurs, car ils vous apprécient sûrement largement autant que les autres. Et je vous dis au revoir, je vous dis surtout merci. Merci de l'amitié que vous m'avez témoignée pendant si longtemps. Peut-être pendant trop longtemps, je ne sais pas. Je recommencerai volontiers. Merci Léon. Il meurt 1 an jour pour jour après ce moment de télévision. Dans les annales du petit écran, Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous. Seul un autre journaliste de JT, Patrick Poivre d'Arvor, va marcher pendant 33 ans dans les pas de Léon Zitrone. Ce monument de la télévision partira célébré, il n'aura jamais été mis à la porte. Une faveur dans l'univers cruel de la télévision qui fait parfois passer des sommets de la gloire au fond des abîmes. Sourire à l'américaine, triomphe en public. Dans l'univers de la télé, un homme aura tout eu. C'est un certain Guy Lux. L'animateur gérera jusqu'à 4 émissions en parallèle, mais il va tout perdre du jour au lendemain. Et je crois, Simone Garnier, que ce sera notre conclusion. Je vous embrasse aussi. Vous avez été extraordinaire durant ces 6 semaines. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que nous pouvons dire ensemble, Interville 62 est mort. Vive Interville 63. Bonsoir. C'est Pierre Bellemare qui l'a découvert. Guy Lux est d'origine populaire. Il était petit commerçant dans la région parisienne. Il était d'Asnières, il tenait un magasin de bricots bois, qui est très éloigné de la télévision. Il est arrivé un beau jour, et comme ce personnage était attrayant, il nous plaisait beaucoup, eh bien il a commencé sa carrière en écrivant
une partie de l'émission de la tête et les jambes, justement, de l'époque. Au départ, Guy Lux n'est qu'un nom dans un générique. Mais il a un double talent, à la fois pour inventer et animer des jeux, notamment le célèbre Schmilblick. Ah, mais vous êtes en avance, dites-moi, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en haut d'un clocher pour le moment? Presque, oui. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes imitateur? Un petit peu, dans la volaille. Je te posais, est-ce que le Miss Blick se Pardon. Est-ce que le Miss Blick se trouve sur le long d'un fleuve? Le Schmilblick, pas le Miss Blick, parce que c'est pas la même chose, hein. Eh bien, le Schmilblick, 600 francs dans la cagnotte du Schmilblick, et je demande à cette ravissante bordelaise, à quoi pense-t-elle? C'est une bite qui sert à amarrer les bateaux. Nous sommes dans un port, vous savez, Guy Lux, ici. Oui, c'est vrai. Je pense qu'en effet, tout le monde est très ferré sur la marine. Eh bien non, ce n'est pas quelque chose pour amarrer les bateaux. Un jeu que Guy Lux lui-même adorera parodier dans un sketch inoubliable. Je vous en supplie, je n'ai pas de message personnel. Candidat suivant, c'est monsieur... Oui. Le Casar. Bonjour Guy Lux. Bonjour monsieur. Bonjour mon gars. Alors, est-ce que le Écoutez Simone, je vous rappelle que nous n'avons que 5 minutes. Le temps est presque écoulé, alors très vite. Hein. Son autre talent, Et subito, à ton propriétaire. c'est la variété façon bal populaire. Guy Lux est un battleur de foire qui va faire les beaux jours de la télévision. Pense à Popo. Attention, hein. Qui est dans la foule. Tu verras mon petit. Cet animateur qui est aussi une bête de scène, on voit bien qu'il prend autant de plaisir à animer en fait qu'à se mettre en scène lui-même. Il avait ce sens du public. Il savait d'avance ce qui allait plaire. C'est pour ça qu'il a fait quand même une carrière remarquable, parce qu'il avait ce flair. À la fin des années 70, Guy Lux compte de multiples émissions en prime time. Il devient le producteur le plus en vue du petit écran, le roi des paillettes. Guy Lux est alors à l'apogée de sa gloire. Est-ce qu'il vous arrive que cette étiquette justement de vedette vous pèse un petit peu dans la vie? Pas vraiment, parce que ça m'a pas tellement changé. Vous savez, je vais vous dire, vous allez peut-être dire que c'est une fausse modestie de ma part. Je suis resté monsieur tout le monde, je suis resté tout simplement un homme parmi ceux qui, parce qu'ils deviennent célèbres, parce que leur visage est un visage qui est tiré à des millions d'exemplaires, perdent la tête, sont foutus. Tout le problème de Guy Lux, c'est qu'il ne va pas voir venir un léger changement dans le pays. Au revoir. En 1981, Valéry Giscard d'Estaing est remplacé par François Mitterrand. Michel est le fils de Guy Lux. Il gère aujourd'hui une association créée par son père. Il se souvient que l'animateur n'a jamais fait mystère de ses opinions politiques. Il détestait le nouveau président. Mon père était de droite. Le tort de mon père, c'est d'avoir dit trop ouvertement qu'il n'était pas d'accord du tout avec le gouvernement de ce monsieur. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir, ce qu'on ne pardonne pas à Guy Lux, c'est d'être le symbole d'une télé populaire que la gauche veut éradiquer. Parade par KO, notre champion kangourou, Yip. On pourrait peut-être applaudir notre champion Yip, là, hein. Guy Lux, d'une certaine façon, est l'incarnation de l'ancien système et l'incarnation de cette télévision de divertissement. La télévision est considérée par la gauche au pouvoir d'abord comme un outil d'éducation populaire, pas comme un outil d'avilissement des masses populaires. C'est pour ça qu'un certain nombre de figures emblématiques qui incarnaient cette télévision populaire, cette télévision de divertissement, vont être brutalement rejetées. Du jour au lendemain, en 1981, toutes ces émissions sont stoppées brutalement. C'est le début d'une descente aux enfers, où il va régulièrement apparaître dans la rubrique Faits divers.
Au départ, il s'est dit, bon, ce n'est que passager. Il croyait qu'il allait pouvoir revenir avec d'autres idées et d'autres choses. Finalement, ça durait, hein. Guy Lux, inculpé de complicité d'escroquerie et de publicité mensongère après avoir passé la nuit en prison. Flambeur, il a régulièrement des besoins d'argent et se retrouve au tribunal. C'est une histoire de fou pour moi, d'un bout à l'autre cette histoire. Allez, monsieur Guy Lux. Comment est-ce que vous avez été accueilli par les prisonniers? Il a prêté son image à un attrape-gogo. Je les ai pas vus, on ne me les a pas présentés. À l'époque, il avait fait de la dépression. Donc là, je vous dis, il s'en allait, il allait aux courses, il allait au casino. Il n'aurait pas joué autant aux courses et au casino. Il serait milliardaire, il aurait été milliardaire. Guy Lux ne souhaitait pas prendre sa retraite, mais il ne retrouvera jamais sa splendeur cathodique. Ruiné et délaissé, il décède en 2003. C'était... Bon, on pouvait le discuter, c'était un monstre sacré. Donc voilà, c'était une grande figure de télé. La télé lui devait beaucoup. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de responsables de la télé qui étaient là ce jour-là, le jour de son enterrement. Un autre animateur de l'époque, Pierre Bellemare, a compris qu'il y avait autre chose à tirer de la télévision que la célébrité et le pouvoir. Il a pressenti qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. Pierre Bellemare s'est fait tout seul. Il a démarré à la télé tout en bas de l'échelle, à 17 ans, quand il a loupé son bac. Dans les années 60, il préfère travailler à la radio plutôt qu'à la télévision, où les salaires sont trop modestes. Nous ne gagnons pas d'argent à la télévision. C'est grotesque les sommes que l'on nous paye pour faire ces émissions. C'est une affiche, c'est une publicité, mais c'est en aucun cas un moyen de vivre, mais en aucun cas. Bon. Donc on vit où? On vit des radios privées. Pierre Bellemare a un côté visionnaire. Dès 1958, il va être le premier en France à inventer un autre métier, producteur de télévision. Il va concevoir des émissions et gérer leur fabrication, comme La Tête et les Jambes. Nous allons maintenant placer l'image au départ. Monsieur, quand vous voudrez. Pierre Bellemare est à l'affût de nouveaux concepts. Monsieur, vous avez choisi 3 réponses, je vous le rappelle. Résultat? Monsieur, vos 3 réponses y sont. Votre contrat est rempli, mais il y a 2 pénalités, puisqu'il manque de réponses, mais cela c'était prévu. Et nous avons donc 6 obstacles à 1m40 et 4 à 1m20. Eh bien, nous allons Les candidats, comme le jeune Laurent Fabius, doivent répondre à la fois à des épreuves intellectuelles et des épreuves sportives. Une nouveauté. La première est plus basse que les autres, mais ça, je crois que c'est... Dans ces extraits, Pierre Bellemare n'est qu'un arbitre qui compte les points. Contrairement à d'autres animateurs, il ne se met pas en avant. C'est ce qui fait son succès. Ce qui est frappant dans cette archive, c'est le fait qu'on voit beaucoup plus le candidat, Laurent Fabius, que lui. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit comment l'animateur est quelqu'un de très compétent dans les années 50 ou 60, mais que la vraie vedette, c'est quand même celui qui est invité. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre. Ça va bien? Pierre Bellemare va imaginer des dizaines de concepts. L'une de ses idées lumineuses, la caméra cachée, qu'il introduit en France. Il va vous expliquer ça. Très bien. Au revoir Pierre. Au revoir Jacques. Oui, en effet. Oui, ce sont des portes vitrées. Il y en a plein dans la maison de la radio comme ça. Et nous, en France, nous avons l'habitude. Nous n'utilisons jamais les poignées pour pousser les portes. Nous utilisons la vitre, n'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas de vitre, vous voyez ce qui peut se passer. Alors j'ai été pris et nous avons placé la caméra pour voir si les autres allaient s'y laisser prendre. Et vous allez voir ce qui se passe quand une porte vitrée n'est plus vitrée. Terrible, t'as affreux. La caméra invisible, avec ses complices les frères Roulant, nécessite, malgré les apparences, un énorme travail de production. C'était merveilleux à regarder à la télévision et terriblement ennuyeux à faire. Parce que Jacques, tant qu'il n'avait pas eu la réaction qu'il attendait, de personnes inconnues du public, bien entendu, recommençait. Si bien qu'on pouvait rester sur un coin de trottoir, vous voyez ce que je veux dire, du matin au soir, en refaisant toutes les 10 minutes la même scène, jusqu'à temps qu'il obtienne ce qu'il voulait. Mais il avait raison, parce que c'est cette volonté d'arriver exactement à ce qu'il désirait qui a fait la qualité de la caméra visible, qui est sans exemple
même aux États-Unis. Guy de Maupassant situe sa nouvelle en Normandie. Avec sa société florissante, Pierre Bellemare produit toutes les émissions qu'il anime, notamment les histoires qu'il raconte si bien. Qui est au bord de la Seine, qui est toute blanche à l'extérieur. Je n'avais jamais vu cet extrait. Cela va devenir son fonds de commerce. Cette nuit, il s'est couché. Radio, télé, livres, il va décliner ses histoires extraordinaires Il dira lui-même et trouver son style. « J'avais le sentiment d'avoir un poignard en travers de la gorge et un poids énorme qui m'écrasait la poitrine. » C'est dit, ce sera TF1 cet après-midi. Le ministre de la Culture et de la Mais en 1986, il risque de perdre la poule aux œufs d'or. D'actualité à l'Assemblée nationale pour annoncer la privatisation de la plus ancienne des chaînes de la télévision française, TF1. Au nom de l'amour, TF1, son principal client, est privatisé et change de main. que vous répondrez. En 1986, Pierre Bellemare a 57 ans et fait un peu figure de has-been. Il traverse le désert, mais il a encore un tour dans son sac. Vous donnera le libellé dans quelques instants. Quand la chaîne a été achetée par Francis Bouygues, donc, j'ai proposé tout de suite à la chaîne un moyen très commercial que j'avais vu, et surtout qu'on m'avait rapporté des États-Unis, qui était le téléachat. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons connu les années les plus prospères de toute, pour la société, j'entends, de toutes les années que nous avions passées. Donc, après ce choc, monsieur, vous êtes trop vieux, partez, nous n'avons jamais autant travaillé que dans les quelques années qui ont suivi. Voilà. Depuis, sa carrière n'a plus jamais connu de creux. Il a même créé une dynastie avec son fils Pierre Dostel, le dauphin du téléachat. La caractéristique de ces pionniers, c'est leur longévité et leur capacité à se relever, quels que soient les coups qu'ils prennent. Regardez la carrière de Pierre Tchernia, regardez la carrière de Pierre Bellemare, ce sont des carrières qui courent sur plus de 40 ans. Ce qui fait que d'ailleurs, vous voyez bien, au sein d'une grille de télévision, plusieurs générations d'animateurs coexistent. Pourquoi ? Eh bien parce que les longévités sont quand même assez exceptionnelles. En 40 ans, la télévision a créé son métier le plus connu, animateur. Omnipotents, très riches, certains sont devenus de véritables stars. Ils ont une autre particularité. Au début, ce ne sont que des hommes. Les femmes vont mettre un temps fou à percer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vous souhaitant une bonne journée, je vous rappelle que dans quelques instants... La place des femmes à la télévision, ça a d'abord été ça. Speakerine, comme Jacqueline Joubert. Dans l'imaginaire collectif, une femme mariée, apprêtée, un brin bourgeoise. Joyeux Noël à tous, bon Noël, soyez très heureux ce soir en famille. Voilà, Jacqueline Joubert est la femme de Georges Decaune, le journaliste star de l'époque. Mais elle a bien d'autres compétences. Le métier de femme à la télévision évolue beaucoup dans les coulisses. Parce que, par exemple, Jacqueline Joubert, qui était speakerine, ne deviendra pas vraiment une animatrice importante, etc. Mais elle devient quelqu'un d'extrêmement important dans la structure, dans l'organigramme de la télévision. Pourtant, le rôle glamour de speakerine va perdurer jusqu'en 1993. La charmante Denise Fabre sera l'une des plus célèbres d'entre elles. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Voici le programme qui vous est proposé sur la première chaîne ce soir. Dans un instant, vous sera présenté... Les speakerines partagent avec les hôtesses de l'air une délicieuse ingénuité à laquelle Denise Fabre ajoute des fous rires mémorables. En direct de Gruyère, en Suisse. Je suis jamais arrivée. Non, je crois vraiment, chère Denise, qu'on n'est pas très très gentil avec vous ce soir. Non, mais voilà, bon. Donc après la messe, qu'est-ce qui se passera après la messe? À midi, les grandes expositions. C'est horrible. Enfin, j'espère à midi, à midi et demi, la bonne conduite. Et puis l'après-midi. Je crois que c'est horrible.
L'après-midi, un programme destiné à nos jeunes amis, avec le Viking, Simon et sa bande. Et puis la case de l'oncle Tom. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Bonsoir, Florence. J'espère au moins que notre gaieté vous aura mis en joie. Le prochain rendez-vous de l'actualité demain à 13h avec Jean-Pierre Pernaut. Bonsoir. Denise Fabre est une serial rieuse. Alors vous avez le choix entre le kaléidoscope et je vais pas y arriver. Cet après-midi-là, les téléspectateurs vont devoir reconnaître un objet à travers ce kaléidoscope. Et les candidats au téléphone ne vont pas l'aider à retrouver son sérieux. De TF1 qui représente un œil ou plutôt deux iris dans une même orbite. Non, c'est pas ça du tout. Je pense au bijou de la couronne de Bokassa Ier. Non. Non, madame. C'est pas ça. Un vase de nuit pour un jeune ménage. Non plus, c'est pas ça du tout, monsieur. Il y a un œil au fond, là, vous savez, pour boire le champagne dedans. Ça se fait dans le Poitou. Ah bon? C'est un ensemble des plumes d'oiseaux qui servaient aux Indiens comme chapeau. Ce sont des plumes qui servaient... Attendez, vous pouvez me répéter? Oui, c'est un ensemble des plumes d'un oiseau qui servait aux Indiens comme chapeau. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça, Stéphane. Merci. Merci. Je pense à des escargots cuits dans un petit plat. Non. Ça n'est pas ça. Pour se voir confier l'animation d'une émission importante à une heure de grande écoute, les femmes vont d'abord devoir accepter de seconder les hommes. Ah, il ne pas venir ce jeu. Simone Garnier a commencé comme toutes les autres en speakerine, à la station régionale de Lyon. Guy Lux l'a repéré lors d'une escale. Ce jeu, c'est tout simplement la version hippique du jeu des chaises musicales. Elle est propulsée dans l'univers d'Interville, le jeu vedette de l'ORTF. Mais elle doit s'effacer un peu derrière deux monuments, Guy Lux et Léon Zitrone. Pourtant, à l'époque, c'est le poste le plus élevé auquel peut prétendre une femme. Les femmes n'avaient pas, si vous voulez, la responsabilité d'une émission. C'est vrai que la grande époque des animatrices, c'est quand elles sont non pas en couple, mais en tout cas associées à un homme. Et c'est dans cette association-là qu'elles vont se développer un peu, effectivement, comme, si ce n'est des faire-valoir, au moins comme des comparses, mais c'est jamais elles qui dirigent l'animation, elles ne sont que dans la roue, si j'ose dire, des grands animateurs, comme Guy Lux avec Simone Garnier. Alors donc, ce soir, course unique de triporteurs. De surcroît, dans le trio d'Interville, Simone Garnier est cantonnée à un rôle bien précis. Sa part de lumière est restreinte. Moi, je devais expliquer le règlement et un peu commenter les jeux. Donc c'était déjà un travail d'animatrice qui était nouveau. Voilà, en clair... Dès qu'un incident sérieux se produit, les commentaires de Simone Garnier doivent s'arrêter. Les hommes reprennent l'antenne. C'est votre parcours tracé sur le sol. Oh là, mon Dieu, en ce moment viennent de s'écrouler des tribunes. Écoutez, on va aux nouvelles tout de suite. Une tribune qui vient de s'écrouler avec je ne sais combien de personnes. Guy Lux, alors qu'il n'est pas témoin direct de l'effondrement de la tribune, lui reprend le micro. Pas d'affolement de toute façon, comme Monsieur, ne vous inquiétez pas, nos téléspectateurs, nous allons vous donner des nouvelles. C'est un accident, malheureusement absolument imprévisible. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. Nous allons vous tenir au courant. C'est lui qui reprend tout de suite, évidemment, qui reprend le fil des événements en disant eh bien, on va tout de suite, on va faire le nécessaire. Pourtant, Simone Garnier ne se plaindra jamais de cette situation. Oui, c'était difficile. J'étais la petite speakerine, hein, mais j'ai été la petite speakerine lyonnaise qui finalement a été la grande gagnante de cette émission. Parce que c'était deux monstres sacrés, c'est vrai. Mais en fait, j'ai réussi quand même, justement, à tirer mon épingle du jeu. Parce que c'était justement pas tellement facile d'avoir une place de femme. Pendant plus de 20 ans, elle restera la moitié télévisuelle de Guy Lux. Le rôle de médiatrice et de haute autorité, elle existe toujours, faut pas la tuer. C'est Simone Garnier, on lui laisse toutes les responsabilités cette année. Vous voyez quel cadeau. Vous entendez bien tous les deux?
Tous les trois. Oui, il y a quand même, il y a quand même notre ami. Pour accéder aux émissions d'information, il va falloir que les femmes bénéficient d'un petit coup de pouce du sort. Voici maintenant les prévisions météorologiques pour la journée du 24 octobre. C'est ce qui va arriver à cette jeune femme de 21 ans. Elle s'appelle Danielle Gilbert et passe dans les années 60 un casting pour devenir speakerine à la télé locale de Clermont-Ferrand. Se tournera vers secteur sud-ouest. J'avais toujours les cheveux très longs et la robe que je porte, c'est une robe, je l'ai toujours, c'est une robe noire en crêpe de Chine, c'est ma première robe et c'est maman qui me l'avait cousue. Par chance, en 1967, Danielle Gilbert va vivre une expérience d'avant-garde. Elle va être une des premières femmes à présenter les actualités. Le journaliste qui allait présenter les infos se perd dans les virages d'Auvergne. Et Dieu sait qu'il y en a en Auvergne, parce qu'il était allé en reportage. Donc il n'arrive pas à temps pour le journal. Alors on me dit, c'est toi qui vas le faire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Récemment, à Saint-Flour, dans le Cantal, les installations de la Saint-Floraine, société agréée d'éducation populaire, ont été détruites dans un incendie. On aime son style spontané, direct. Danielle Gilbert regarde la caméra bien en face et ne lit pas de notes. Membres actifs de cette société. J'ai quasiment pas regardé mes papiers et je regardais la caméra. Alors ça a plu, on a dit, ah, elle regarde les téléspectateurs et tout. Et à partir de là, on m'a fait faire et téléspeakerine, et puis après, je suis devenue journaliste. J'ai même eu la carte de journaliste. La voici face aux puissants, comme Salvador Dali. Alors maintenant, on passe à la crèche. Tout d'un coup, il dit, vous avez la pureté de la Sainte Vierge. Alors, j'asperge de la neige de Noël, la première de Noël, le White Christmas, comme on dit en Amérique. Il me met un manteau très lourd avec des dorures et puis il me balance de la farine, symbole de la pureté. Et je profite de l'occasion pour vous asperger en même temps que je dans paillage avec les autres. Et alors maintenant, Et la farine, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'ai mis de l'eau. J'ai un peu brossé, puis j'ai mis de l'eau. Alors, je ne vous raconte pas la pâte qu'il y a eu grâce à Salvador Dali, voilà. Oui. Danielle Gilbert devient la coqueluche des années 70. Bonjour Claude. Son show Midi Première est un rendez-vous incontournable. Seulement, à l'époque, un événement anodin va se produire. Son supérieur, Jacques Martin, lui demande d'inviter un jeune ministre, Valéry Giscard d'Estaing, pour qu'il joue de l'accordéon dans l'émission. Danielle Gilbert vient de Chamalières, en Auvergne, comme lui. Alors il me dit, comme tu es de Chamalières, tu vas lui demander de venir dans l'émission. Parce que c'est vrai que ça faisait une séquence marrante. Un ministre des Finances, et c'était avant-gardiste un peu. J'appelle, et puis j'ai une secrétaire, j'ai quelqu'un, je dis, voilà, Jacques Martin m'a demandé de bien vouloir demander au ministre des Finances s'il accepterait de bien vouloir jouer de l'accordéon dans une émission farfelue où Jacques Martin est déguisé en femme. Mais 2 heures après, le téléphone sonne, je décroche, et là j'entends une voix. Et je croyais que c'était Thierry Leluron parce qu'il me faisait souvent des farces au téléphone. Et je croyais que c'était Thierry Leluron qui me parlait à la façon Giscard. Oh, j'ai dit arrête un peu, hein. Ça y est, je t'ai reconnu Thierry et tout. Et en réalité, c'était Giscard d'Estaing qui appelait et qui me dit je suis d'accord. C'est cette connivence qui, selon Danielle Gilbert, va lui coûter très cher des années plus tard. En 1981, la gauche arrive au pouvoir. Danielle est virée brutalement. Il lui reste une dernière émission en direct à assurer. Je vous le rappelle, le jour du 1er janvier, à 12h20, une heure exceptionnelle. Là, c'était la dernière en direct. Et j'étais avec Sacha Distel et Michel Morgan, qui ont été adorables. Et effectivement, j'ai improvisé dans ce que j'ai dit au public, c'était ce que je ressentais. Et puis je voudrais vous dire qu'on ne comprend pas tellement pourquoi on nous a demandé de partir, et puis que nous n'avons rien d'autre après, et puis qu'après tout, il faut vivre d'espoir, et puis qu'il faut être gai. On m'a dit, mais ma petite, si vous accordez une interview
dans Paris Match en disant du bien du président de la République, dans les 15 jours, vous avez une émission. Voilà. Mais ça, c'est pas mon style. Si vous voulez, si on m'avait virée parce que le public ne me voulait plus, j'aurais été malheureuse. Là, on m'a virée arbitrairement pour de fausses raisons. Humiliation supplémentaire, Daniel Gilbert va apprendre l'annonce de son remplacement d'une manière brutale. J'ouvre France Soir et en grand, il y avait Daniel Gilbert ne fait plus l'émission, elle est remplacée par Anne Sinclair, voilà. À l'antenne, à partir de 1982, Bonjour, eh bien nous vous rendez-vous tous les jours sur ce plateau en direct sur TF1. Je sais bien que la télévision vous Anne Sinclair sera la première véritable reine du PAF. Celui-là, en tout cas, vous saurez vous faire. Alors ça s'appelle Les Visiteurs du Jour et tous les jours, donc dans ce studio, nous ferons comme vous, nous parlerons de tout. Dans la télévision, depuis le début, on oppose l'information et les programmes. C'est assez différent. C'est-à-dire que s'il y a peu d'animatrices, il y a des journalistes qui vont réussir très bien. Elle fait partie de cette famille quand même proche de la gauche, si bien qu'après 1981, elle se voit confier une émission. Anne Sinclair restera à l'antenne après la privatisation de TF1. 10 ans de règne avec 7 sur 7. Monseigneur, bonsoir. Qu'est-ce qu'on retiendra le plus? C'est la musique et la danse ou est-ce que c'est l'érotisme et le sexe? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne plus? À votre avis, c'est à moi de vous poser la question. C'est une histoire privée entre cette Anne et cette femme. Elle lui a fait couper les couilles. Moi, à la place des hommes qui sont passés dans la vie de Brigitte Bardot, j'aurais un frisson rétrospectif quand même. Est-ce que vous pouvez comprendre ce genre de réaction? Anne Sinclair incarne l'aboutissement de la lente ascension des femmes sur le petit écran. Mais ironie de l'histoire, c'est parce qu'elle est femme d'eux qu'elle décidera de quitter la télévision en 1997. Mon mari ayant un poste important dans le gouvernement de la France aujourd'hui, je trouvais pas très décent et j'aurais trouvé pas très normal de continuer à faire une émission politique qui était parmi les plus regardées. J'ai eu envie de... Madame Strauss-Kahn à la ville disparaît de l'écran. Mais d'autres femmes ont marqué, comme elle, l'histoire de la télé. C'est le cas de Christine Ockrent, qui sera en 1981 la première titulaire féminine du journal de 20h. Madame, monsieur, bonsoir. Pour le dernier hommage demain à Anwar el-Sadat, ses amis, ses alliés gagnent le Caire. Entre-temps, une nouvelle génération masculine va percer. Ces animateurs sont les premiers vrais enfants du PAF. Ils doivent tout à la télé. Pendant un demi-siècle, 2 d'entre eux vont se livrer une compétition à distance. L'ascension parallèle de ces 2 surdoués est romanesque. Ils se disputent la même case, le dimanche après-midi. Ce sont 2 animateurs au caractère opposé, Michel Drucker, poli, lisse, bon élève, et Jacques Martin, un touche-à-tout, impertinent, qui adore faire le pitre. Et nous allons retrouver un autre élève du collège de Sport Dimanche, Michel Drucker. Michel Drucker apparaît pour la première fois un beau dimanche de 1965. Michel Drucker, vous avez passé votre examen de... Il est chaperonné par Roger Coudert. Vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. Près de 55 ans après, Michel Drucker se souvient de ses premiers pas et de ce stress qu'il faut apprivoiser. Un stress qui n'apparaît pas de façon évidente, mais que j'ai en moi à l'époque et que j'ai gardé longtemps. Pas sûr de moi, un peu complexé, venant de province. Ce fils de médecin vient de Normandie. À l'époque, pas de concours pour entrer à la télévision. Il faut des connaissances. Philippe, le fils de Léon Zitrone, se souvient du coup de pouce qu'a donné son père. Le père de Michel Drucker habitait dans l'Orne, il était médecin et il était un ami de ma tante. C'est comme ça qu'un jour, le médecin, par l'entremise de ma tante, a demandé à mon père s'il pouvait un petit peu accompagner Michel les premiers temps. Des années plus tard, Michel Drucker retrouve sur un plateau de télé son mentor.
Léon, oui. Léon Zitrone. Qu'on applaudit bien fort. Qu'on applaudit bien fort. Donnez-moi une main. Nous, on s'embrasse. Voilà. C'est le maître qui retrouve l'élève, là. Oh, vous savez... Non, c'est une légende qu'il fait courir. Il m'a demandé 1 ou 2 conseils. C'est vrai, il les a suivis, c'est vrai, mais maître et élève, non. Presque fils de la famille. Très ami. Et c'est un pro, quoi. C'est une grande conscience professionnelle. Alors tout le reste, moi devant un pro, je m'incline. Tout le reste n'existe pas. Moi les défauts disparaissent quand je suis devant un vrai professionnel. Mais plus que le soutien de Léon Zitrone, ce qui a permis à Michel Drucker de décoller, c'est une histoire d'avion. Je pense que maintenant les musiciens doivent regagner leur siège. Nous allons obéir à l'hôtel. Nous sommes un dimanche de 1966. L'ORTF doit filmer en direct l'atterrissage de cet avion spécial rempli de vedettes de variété. Maintenant, à vous l'antenne avec Maxime Sorry, à vous. Au sol, Michel Drucker, 23 ans. Merci. Toujours sur la plateforme, nous cherchons le bip bip lumineux du DC-8. Je me tourne à gauche, à droite, je ne vois rien pour l'instant. Il est vrai qu'avec le flash que je reçois, j'ai du mal à discerner. Un grand moment de solitude. Pendant 10 minutes, il ne se passe rien. L'avion n'apparaît pas. Un membre du personnel de l'UTA. Je cherche le DC-8. Je ne vois toujours rien. Ça, tout part de là. 65, au Bourget, dans la tourmente, j'ai déjà une casquette de marin. Je vais demander à mes voisins qui sont peut-être mieux placés que moi. Monsieur, vous apercevez le DC-8 ? Je parle 10 minutes, ce qui est considérable 10 minutes, comme ça, dans l'impro. En essayant de ne pas faire de fautes de français, etc. Et puis finalement, on me fait signe de couper, je rends l'antenne et que j'ai commenté un truc bidon parce que l'avion, il s'est posé derrière moi depuis un quart d'heure, 20 minutes. Tous les chanteurs sont sortis et personne ne m'a prévenu. Heureusement, ce jour-là, il y a une bonne fée devant sa télévision. Sans oublier, bien entendu, les membres de l'équipage de ce DC-8 au RTF spécial. Et il y a une dame. Aux commandes, le commandant Roccassera et toute son équipe. Qui m'appelle. Elle m'a dit, ce que vous avez fait là, si vous êtes capable de faire ça, vous pouvez faire tout. Hein. Parce que improviser pendant 10 minutes, un quart d'heure sur un avion qui se pose alors qu'il ne se pose pas, ou qui s'est posé. Et un mois après, j'ai présenté une émission qui s'appelle Tilt Magazine. Ça a tout changé, évidemment. À seulement 23 ans, Michel Drucker est propulsé seul en direct à la tête de sa propre émission de variété. Voulez-vous jouer au tilt ? Bien entendu, vous voulez jouer au tilt. Chronologiquement, face à Jacques Martin, c'est d'abord Michel Drucker qui va régner pendant de longues années sur le dimanche après-midi. Comment avez-vous classé chez Sanson ? Eh bien, à l'aide de cartes perforées. Mais dans les années 80, le voici propulsé le samedi soir aux manettes d'un show mythique, Champs-Élysées. Pour gérer l'impressionnant défilé de célébrités, Michel Drucker va même laisser libre la case du dimanche. J'ai fait 3 ans sport en fête et 5 ans les rendez-vous du dimanche. Je me suis arrêté car on me demandait de faire du 20h30 avec Champs-Élysées. Et qui m'a remplacé ? Jacques Martin. Eh ben vas-y, c'est à toi. Les grilles, c'est à toi. Le profil de Jacques Martin n'a rien à voir avec celui de Michel Drucker. La première fois qu'il apparaît à l'écran, en 1960, ce fils d'industriel strasbourgeois est d'abord un artiste de music hall. C'était les Strasbourg qui vous l'a préparé. Il avait la culture du spectacle, c'était un des plus doués de l'histoire. Hein. Ce personnage provocateur va ensuite inventer, avec Jean-Yann, une des premières émissions satiriques, au générique délicieusement surréaliste, 1 = 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons ce soir vous présenter la première émission d'une série qui doit en comporter en principe 267. Oui, mais il existe des documents que nous ne pouvons vraiment pas ne pas vous montrer, comme ceci par exemple, qui est franchement abominable. Oui, je dirais même que c'est immonde. Le ton est jugé si impertinent que les foudres de la direction vont s'abattre sur les débutants. Notre première rubrique. David Martin est le fils de Jacques Martin.
il sourit encore des débuts tonitruants de son père. Imprudemment, l'ORTF a demandé à 2 jeunes comédiens humoristes de présenter, de préparer une émission humoristique. Il y a eu 2 numéros, ou 3 peut-être, mais pas plus. Après, ils se sont fait virer. 4 ans plus tard, après mai 68, la télévision le rappelle. Son esprit loufoque correspond cette fois au goût du jour. Et ce sont des filets à choucroute que vous réparez en ce moment. Exactement, monsieur, des véritables filets à choucroute. Jacques Martin va profondément marquer la télé des années 70 avec une émission mythique. Ouais, je peux vous le dire. Le Petit Rapporteur, où l'animateur réunit les meilleurs comiques de l'époque. Bon début d'après-midi, et voici donc en direct depuis le théâtre 101, c'est ainsi que l'on dit, à la maison de la radio, qu'est Kennedy, le numéro 2 de ce petit journal de l'actualité souriante, Le Petit Rapporteur. À ma gauche, Daniel Prévost, un nouveau visage. Ces journalistes vont réaliser des séquences cultes de l'histoire de la télévision. Et aujourd'hui, pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Nous voici dans la mairie de Montcuq, dans la salle de délibération du conseil municipal, où monsieur le maire, accompagné de ses adjoints et de ses conseillers municipaux, a bien voulu nous recevoir. Et je m'aperçois que vous êtes bien chauffés, puisque voici le fameux poil de Montcuq. Quelle est la tendance politique de Montcuq? Oh, bien ici, la politique de Montcuq, c'est radical-socialiste. C'est ça. Est-ce qu'ils sont nombreux, les républicains indépendants de Montcuq? Non. Ce sont les socialistes de Montcuq, surtout. Socialistes et radicaux-socialistes, mais principalement radicaux-socialistes. C'est ça. Et dites-moi, j'ai l'impression, là, on arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que Montcuq est très étroit. Dites-moi, la nuit, Montcuq est bien éclairé? Oui. Très, très bien éclairé. Parce que je me suis laissé dire que c'était quand même un peu sombre, parfois. Oui ou non? Non. Il les aura toutes faites, hein. Dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à Montcuq? Oh, il y en a très peu. Pas bon? Voiture personnelle, taxi, une fois de temps en temps un autobus. Oui, ah bah voilà. Oui, mais alors où est-ce qu'on s'arrête? Parce que j'ai pas vu l'arrêt de Montcuq. Elle n'existe pas. Ah bon? Dans cette télévision qui est une télévision un peu moins surveillée que dans les années Perfit et dans les années de Gaulle, c'est la télévision de Giscard, mais tout de même, qui est quand même regardée de près, mais un tout petit peu moins surveillée. C'est vrai qu'ils jouissent au départ d'une grande liberté de ton, une liberté de ton, certainement parce qu'on n'accorde pas d'importance à ces émissions. Pourtant, elles sont très regardées. Et finalement, Jacques Martin devient un des animateurs préférés des Français. Consécration en 1977, il est à l'antenne tout le dimanche, de la fin de matinée au début de soirée. À l'heure du goûter, il propose l'école des fans. Bonjour, c'est le petit Philippe qui arrive et on l'applaudit très fort. Après le déjeuner dominical, toutes les familles digèrent devant l'écran avec Jacques Martin. On a failli tomber, dis donc. Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce qu'il y a? De 1977 à 1997, l'audience atteint des sommets inégalés. Un très long règne, et Jacques Martin vieillit. Comment tu trouves que c'est? L'animateur n'a pas vu le temps passer. Quand il va souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire, il a 64 ans. Dimanche Martin fête cette année ses 20 ans. 20 ans, un peu plus, quoi. Alors bon anniversaire. Jacques Martin semble fatigué, mais pas question d'abandonner son fauteuil. Vous avez choisi l'année de vos adieux? Non, on verra. On verra. Mais... Ça se situe à peu près quand? Je sais pas, comme disait... Sur scène, vous m'avez dit. Vous voulez mourir sur scène? Oui, non. Ou devant les caméras? Non, voilà, c'est pas de mourir sur scène. Je veux rester dans ce métier le plus longtemps possible. Un an après cette interview, la nouvelle direction de France 2 décide de supprimer Dimanche Martin. Nous sommes en 1998. La télévision décide de faire le ménage dans certains contrats jugés trop onéreux. Celui de Jacques Martin est arrêté. Si je te dis je t'aime pendant 40 ans et que du jour au lendemain je te dis dégage, tu pues, tu souffres. On ne vire pas Jacques Martin comme ça. Ça l'a profondément heurté quand tu passes 20 ans de ta vie à produire des émissions pour une chaîne. Il aurait très bien pu quitter France 2 pour aller sur TF1 ou ailleurs. Il ne l'a jamais fait. Donc il était assez fidèle là-dessus, mon père. Lui, ça l'a marqué, ça lui est rentré dedans.
à ce point qu'il en a fait, qu'il a somatisé sur le sujet et petit à petit, ça lui a coûté un petit peu sa peau et sa santé. Quelques jours après l'arrêt de Dimanche Martin, l'animateur va être foudroyé par un accident cérébral. Il sera remplacé quelques mois par Jean-Claude Brialy, mais sa succession à la case du dimanche est ouverte. Il a eu un AVC, le même que Belmondo, mais qu'il a terrassé, il a abandonné et à ce moment-là, la télévision a demandé qui va remplacer Martin. Il n'y a pas 36 personnes qui sont susceptibles de pouvoir reprendre la crèmerie. Qui ? Faisons un vite tour d'horizon. À part Drucker, je ne vois pas. Jamais Jacques Martin ne donnera son aval à Michel Drucker. Mon seul regret que j'ai, c'est une petite douleur encore, c'est que j'aurais voulu avoir l'accord de Jacques Martin. Et Jacques était dans son lit de douleur, après sa paralysie faciale et du côté droit. 2 fois, j'avais un rendez-vous avec lui à l'hôpital. J'avais dit au téléphone, dis donc Jacques, t'es souffrant, je ne sais pas si tu vas revenir, on m'a proposé de te remplacer. Mon père a été très en colère contre lui, pour des raisons de pure rivalité. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Je pense que Michel en a souffert, que ça l'a pas marré, ça l'a pas fait marrer, qu'il a vécu ça assez mal. Ça s'est aggravé, j'ai jamais pu le voir. Finalement, j'ai accepté de reprendre le dimanche sans jamais pu lui parler. C'était un grand regret pour moi. Jusqu'à sa mort, en 2007, Jacques Martin ruminera sa colère, s'estimant trahi par France 2. Le public viendra nombreux à ses obsèques. Cécilia Sarkozy, une des anciennes épouses de l'animateur de télévision... Depuis, le public familial du dimanche se réunit autour de Michel Drucker pour toute l'après-midi. Son émission est incontournable. Les invités prestigieux se pressent pour s'asseoir dans son canapé. C'est même devenu le rendez-vous tant prisé de la classe politique. Vous êtes très jeune, je rappelle que vous allez avoir 50 ans dans 2 mois, et pourtant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez déjà près de 25 ans de vie politique derrière vous, c'est assez... Mais moi, j'ai connu des échecs retentissants. Quand vous êtes dans le succès, c'est pas vous qu'on regarde, on regarde la lumière. Et quand vous êtes à terre, on a l'impression que personne ne vous regarde. Votre papa a cet accent qui vient de l'Europe centrale. Michel Drucker est désormais la figure tutélaire du PAF, mais à 71 ans, il n'est toujours pas tranquille. Peut-être ce qui me reste, c'est l'inquiétude. L'inquiétude slave. Quand vous avez des gens qui vous disent « t'es le plus grand, t'es le plus beau », vous finissez par le croire, eh ben non. Parce qu'il y en a un autre qui arrive, qui est plus grand et plus beau, vous ne le savez pas, et celui-là est en train déjà de vous passer devant parce que lui, il a compris, et lui, il a été bien entouré. La place de Michel Drucker n'a jamais cessé d'être convoitée. D'autant que depuis une vingtaine d'années, les animateurs sont sous la pression d'un nouvel arbitre impitoyable, l'audimat. Après la privatisation de TF1, quand les chaînes publiques et les chaînes privées se livrent une guerre sans pitié, une guerre à l'audience, et que les animateurs deviennent un peu les pivots de cette guerre, à la fois les témoins, les pivots et les acteurs de cette guerre, les chaînes vont faire appel à une nouvelle génération en fait, d'animateurs. Une nouvelle race d'animateurs, au style plus jeune et au ton décapant, va prendre le pouvoir à la télévision. Les jeunes loups du PAF vont se démarquer par leur style et par leur gourmandise. Ils se vendent à prix d'or à la chaîne la plus offrande. Ils s'appellent Delarue, De Chavannes, Ardisson et tant d'autres depuis. Pour l'historien de la télévision, François Jost, la nouvelle génération est arrogante, prête à tout. La rivalité entre les animateurs aujourd'hui est une rivalité qui passe par l'audience. Et donc, si un animateur était à la même case qu'un autre et que l'autre a plus d'audience, il a envie de le tuer. L'animateur est devenu un produit, mais il est devenu un produit jetable. C'est ça qui change complètement avec la place de l'audimat. Chronologiquement, le premier de ces rejetons terribles du PAF est tombé dans la télé tout petit. Le voici qui fait ses premiers pas à l'écran à l'âge de 5 ans. Il est l'héritier d'une dynastie de la télévision
Fils de la speakerine vedette, Jacqueline Joubert, c'est Antoine Decaune. Cette fois-ci, il était bien out. Paris dans 24 km. Dès la fin des années 70, il va donner un coup de jeune à la télé. Ses émissions s'appellent Chorus, Les Enfants du Rock et Ouba Ouba. Son ton est libre, il invente un style décalé. Ce premier jour se lève sur une année qui s'annonce pleine de folie. Décapé est un groupe qui vient de Levallois et qui joue du rock dur, mais non pas du hard rock, sur des paroles signifiantes d'un certain état actuel de la banlieue. Pour sa première, Antoine Decaune a l'idée géniale de se placer sous le patronage d'un monument de la télévision qu'il relook pour l'occasion. Nous voilà réunis sur le plateau d'Antenne 2 pour y suivre la première des Enfants du Rock. Tous les jeudis soirs, dorénavant, nous suivrons ensemble les chemins du rock, pavés de rock, bien entendu, mais aussi de jazz, de blues, de punk, de funk. Il réunit enfants et parents devant la télé et surtout il aborde pour la première fois des sujets tabous avec une liberté impensable aujourd'hui. Comment ça? J'ai juste la dernière question, je veux savoir ce que c'était que ce truc là dans ta main. C'est un peu de... si tu veux, c'est comme l'équivalent des herbes de Provence, tu vois, par exemple. Ouais. À quoi ça servirait qu'ils aient des carcasses du croc, par exemple, si on les fumait pas? Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est le parfum de Tazil qui est en Voilà, c'est un peu le parfum, si tu veux. Numéro 5 de chez Jamaïque. C'est un produit français. Voilà. Il y a cet esprit, avec un certain retard, l'esprit un peu 68A d'interdit d'interdire, qui fait que on va avoir un peu plus de provocation. Alors dans ce cadre-là, on a d'abord des gens comme Antoine Decaune, avec évidemment Ouba Ouba ou les Enfants du Rock, etc. Et puis après, on a Ardisson. Thierry Ardisson va continuer d'exploiter la veine sulfureuse inventée par Antoine Decaune. C'est le premier animateur qui vient de la publicité. Il va soigner le générique de son émission, Lunettes noires pour Nuit blanche, comme personne. Et il vend ses invités comme il vendrait du dentifrice ou de la lessive. Mesdames, Messieurs, bonsoir, attention rocker mythique depuis 2 ans au générique, mais première fois dans ton émission Excluvision. De passage à Paris-sur-Seine, la bête de scène nous fait son gig. Voici The Iggy Pop. Ardisson invente un genre nouveau. Il brouille les lignes entre émissions sérieuses et provocations. C'est l'époque des animateurs super vendeurs qui multiplient les gags visuels, comme Christophe de Chavannes. Oui, alors c'est pour impressionner l'invité. Pourquoi? Plus le bouchon est long, meilleur est le vin. Ah oui. Voilà. Ah oui, plus le bouchon est long, meilleur est le vin. Effectivement. C'est leur bagou à l'antenne qui va les propulser en haut de l'affiche. Oui, ça fait penser à rien du tout. C'est sponsorisé par la Ligue anti-alcoolique. De Chavannes, lui, est un agent immobilier, donc on voit bien que ça lui est resté, il a une sorte de verbe très très facile. Donc tous ces gens, en même temps qu'ils changent les signes extérieurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent fumer, ils peuvent boire, etc., ils changent aussi beaucoup le langage. Ils commencent à parler, par exemple, extrêmement vite, à l'opposition de Zitrone qui articulait toutes ces phrases et qui les projetait. Eux parlent très vite, ils parlent de façon très familière, et donc en fait ils ramènent dans le studio ce qui était dans la rue. Le plus ambitieux de ces jeunes loups s'appelle Jean-Luc Delarue. Il a à peine 30 ans. En ce jour de 1994, c'est la première de son nouveau talk show. Personne ne connaît encore le concept, mais les applaudissements vont durer plusieurs minutes. Il regarde sa montre pour vérifier combien de temps il a été applaudi, et après, en général, il repartait sans rien dire, sans parler à personne. Donc il était extrêmement pro, et on sentait qu'il fallait faire son émission, gagner son argent, et c'était purement professionnel, mais qu'il n'y avait pas d'empathie réelle. Vous exprimez vos émotions en pleurant. Son concept, aborder tous les thèmes avec des anonymes qui se confient. Beaucoup en pleurant et ça me gêne. Dans quelles circonstances, qu'est-ce qui peut vous faire pleurer? Mais tout, c'est n'importe quoi qui peut me faire pleurer. Oui, là on parle, je vais me mettre à pleurer. Une idée révolutionnaire pour l'époque. L'émission va durer 15 ans. Gilles Bornstein a été pendant une décennie le rédacteur en chef de Ça se discute. Pour lui, le succès de Jean-Luc Delarue part d'une intuition que l'animateur a eue avant tout le monde.
Je pense que Jean-Luc Delarue a compris quelque chose assez tôt, le premier. Il s'est rendu compte qu'on pouvait décrire un problème, décrire la société, en faisant parler n'importe qui, vous et moi, plutôt que ceux qui étaient habitués à les représenter. Jean-Luc Delarue va surtout se trouver au cœur d'un scandale d'État en 1997. Sa société de production a passé des contrats mirifiques avec la télé publique. Certains avantages sont hallucinants. France Télévisions s'engage à lui verser sur 3 ans plusieurs millions d'euros, des contrats dans lesquels la justice va finir par mettre son nez. Est-ce qu'on est en panne en termes de médiamat, d'audimat et de résultats? Je pense pas. Est-ce qu'on est en panne en termes... Est-ce qu'on a fait des bêtises? Est-ce qu'on ressemble à TF1? J'ai pas l'impression d'avoir eu dans les journaux. J'ai pas l'impression qu'on me les reprochait. Est-ce qu'on fait des émissions qui sont indignes du service public? J'ai pas l'impression qu'on me les reprochait non plus. Au cœur du scandale des animateurs-producteurs, Delarue est surnommé le voleur de patates. Ce qui est particulièrement scandaleux dans ces contrats passés avec les sociétés de production de ces animateurs, c'est qu'il s'agit de contrats passés avec le service public et donc avec l'argent du contribuable. Et effectivement, on ne peut pas raisonnablement estimer que l'argent du contribuable puisse enrichir des sociétés de production privée. C'est pour ça qu'on a appelé ces animateurs les voleurs de patates. Patates, c'était peut-être vrai, mais voleurs, c'était pas vrai. Parce que, en tout cas, ils n'ont jamais pris un centime qu'on leur a pas proposé. C'est les chaînes qui leur ont proposé ces contrats-là. Pas par philanthropie. Si elles leur ont proposé, c'est qu'elles s'y retrouvaient. Comme tous les animateurs, Jean-Luc Delarue s'est laissé griser par la célébrité. Après la révélation de sa toxicomanie, à la fin de sa vie, il fait son mea culpa. Mais moi, la notoriété, c'est par rapport à mon caractère, je suis trop sensible. C'était pas quelque chose de facile pour moi, quoi. Ah ouais, non, Benoît, je vous le dis, quoi. La notoriété à jeun, se faire reconnaître par des gens, puis après, les critiques, les articles, la presse, les paparazzis, tout ça. Moi, j'ai jamais été confortable avec ça, quoi. Parfois, on a envie de se cacher, quoi. Il estimait que c'était une célébrité usurpée. Jean-Luc est quelqu'un qui avait une très haute conscience de ce qu'était la création artistique, même de ce qu'était la vie politique et la décision politique. Et je pense qu'au fond de lui, il estimait que les gens célèbres devaient être ceux qui influaient sur le destin d'un pays ou qui étaient capables de créer, mais pas forcément des animateurs télé. Et que je pense qu'au fond de lui-même, il trouvait pas tout à fait normal d'être plus célèbre qu'un ministre ou plus célèbre qu'un écrivain talentueux. En 2011, Jean-Luc Delarue révèle qu'il est atteint d'une grave maladie. Et j'ai compris très vite, parce que les médecins ont été parfaits, et les infirmières aussi, que j'avais un cancer. Il décédera 1 an plus tard, à seulement 48 ans, et après 25 ans de carrière à la télévision. D'une certaine manière, sa disparition met fin à l'ascension des jeunes loups du PAF. Aujourd'hui, avec 25 chaînes de télévision, le nombre d'animateurs s'est multiplié. Leur profil s'est profondément modifié. Les critères ont bien changé. Des starlettes comme Nabila sont courtisées. Pour Agnès Chauveau, c'est une 3e génération qui pointe son nez. La télé elle-même engendre ces nouveaux visages. Est-ce que les héros des téléspectateurs des temps modernes ne sont pas plus à rechercher dans les stars émergentes de la télé-réalité? On voit bien que le processus de sélection et d'émergence des animateurs n'est plus tout à fait le même. C'est-à-dire qu'on voit, grâce à la télé-réalité, émerger des stars qui après, ou des petites starlettes, ou des stars fabriquées par cette télé-réalité, qui après sont propulsés à la tête d'émissions pour les animer. 60 ans après la création de la télévision, voilà que les successeurs de Pierre Bellemare pourraient même venir d'un nouveau média, Internet. Le futur Léon Zitrone tourne-t-il déjà des vidéos sur YouTube? En tout cas, le métier le plus glamour du PAF n'en finit pas de se réinventer.